20 décembre 2025, 15h30 environ. Je regarde la pâte à sel qui trône devant moi. C'est mon tour. Ma mère et ma grand-mère se sont déjà prêtées à l'exercice. La première a représenté un bébé, la seconde a formé un long bateau et a déposé sur celui-ci, ici et là, des pots de clémentine. Derrière ces créations éphémères se cache quelque chose qui nous relie, en silence. Un acte symbolique, un rituel, en un jour particulier qui invoque le passé. L'œuvre de ma grand-mère raconte une histoire dont j'ai brièvement entendu parler. Ma mère et moi devons nos existences à ce bateau. C'est là où tout a commencé, pour l'une de nos identités. En tant que petite fille d'immigrés, lorsque la guerre fait rage aux portes de l'Europe ou aux confins de la Méditerranée, à l'heure où les dérèglements climatiques annoncent de nouvelles vagues migratoires, je me questionne sur le cycle de l'histoire et sur l'avenir de nos sociétés. À l'ère de l'intelligence artificielle, de la mondialisation, quelle place donnons-nous à la mémoire, à nos identités multiples et mouvantes, à la nécessaire préservation d'une culture de paix nourrie par une nouvelle IA qu'il me plairait de nommer intelligence de l'amour. Que nous diraient-elles aujourd'hui, ces grands-mères oubliées de l'histoire? Que nous disent celles qui, après avoir été déracinées, sont restées en France et sont encore parmi nous? Pourquoi leur transmission est-elle si précieuse? C'est en ces mots que Nathalie présente Mémoire tissée, le magnifique ouvrage qu'elle a composé et dirigé. En son sein, 20 portraits de grand-mères peints par les mots de leurs petits-enfants, mais aussi des éclairages académiques et réflexifs pour mieux comprendre ces trajectoires. Ensemble, on parle de parcours migratoires, d'histoires de famille, de liens qui se sont créés, défaits, rafistolés, consolidés, d'histoires dans de plus grandes histoires, et de l'importance d'en faire la mémoire. Parce qu'une histoire non racontée n'existe pas. La mettre en mots ou en images est libérateur et structurant, affirme Nathalie. C'est ainsi que se fonde l'espoir d'une société apaisée. Bienvenue dans le podcast De Vive Voix, le podcast qui questionne le sens du voyage et de ses usages au regard des enjeux de justice sociale et écologique. Bonjour Nathalie, je suis très heureux de t'accueillir chez moi dans les Monts du Lyonnais. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien. On est entouré par la nature, donc on est toujours bien dans ces contextes-là. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça qu'on vit tous les deux dans ce coin naturel super sympa en périphérie de Lyon. Nathalie, tu es consultante communication, praticienne narrative et formatrice. Tu accompagnes les organisations et les personnes. Les premières sur le volet collectif afin de développer une culture où chaque personne trouve sa place, et les deuxièmes dans leur transition personnelle et professionnelle pour redéployer leur pouvoir d'agir. Tu es également la cofondatrice et présidente de l'ONG Oui France, qui a pour but de stimuler l'empowerment des jeunes filles et des femmes à travers des rencontres et expériences sportives, culturelles et éducatives, en valorisant une diversité de rôles modèles féminins. Donc là, je cite ce qui est marqué sur ton site. Tu souhaites ainsi que chaque femme, dans sa singularité, s'autorise à devenir auteur de sa vie et actrice épanouie du bien commun. Dans ta vie, tu as beaucoup voyagé, tu as travaillé pendant 10 ans dans l'événementiel un peu partout dans le monde, tu as mené des projets d'entrepreneuriat sociaux et environnementaux, ici en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Et comme tu l'indiques, ces expériences à l'international t'ont permis de disposer d'une vision singulière, faite de richesses humaines multiples, à déployer à travers notamment les récits de soi. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours, de tes engagements passés et présents, et aussi nous indiquer ce qu'est d'être praticienne narrative? Moi qui ne connaissais pas du tout ce que c'est par exemple. Oui, tu n'es pas le seul, c'est très peu connu en France, donc je reviendrai sur les pratiques narratives à la fin. Mais là, tu me demandes de résumer quasiment 20 ans de vie, donc c'est un petit challenge. Alors oui, pour ma part, je suis tombée dans le parcours international. En tout cas, c'était une volonté
très jeune de vouloir voyager. J'ai commencé à voyager toute seule. Je suis partie à 16 ans faire le tour de l'Autriche avec ma correspondante en train. Et c'était une très belle expérience. Et par la suite, j'ai souhaité vraiment m'orienter dans des études qui allaient me permettre de voyager. C'était vraiment mon seul objectif. Donc voilà, j'ai étudié les langues étrangères appliquées, anglais, italien et arabe. Et puis j'ai fait ce parcours-là. Je suis partie aux États-Unis quelques mois aussi dans le cadre d'un parcours MBA. Et je suis rentrée en France pour trouver tout de suite un stage chez Business France, l'organisme semi-public qui accompagne les entreprises françaises sur les marchés étrangers. C'était mes débuts dans l'événementiel en 2000, Expo France 2000, donc une exposition à Budapest en Hongrie. Et ensuite, j'ai tout de suite été recrutée chez un organisateur de salons professionnels qui est anglo-saxon. Voilà, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Puis après, en même temps, quasiment, je suis devenue maman. J'ai eu mon premier fils, qui a aujourd'hui 19 ans. Et donc, je voyageais, il avait 1 an et demi, je voyageais à l'étranger loin. Donc, j'ai décidé d'arrêter de démissionner pour me consacrer vraiment à l'éducation de mes enfants. Donc, j'ai 3 enfants qui ont aujourd'hui 19 ans, 16 ans et 15 ans. Et on est revenu sur la région lyonnaise, puisque moi, je suis stéphanoise d'origine. Je suis partie très tôt de Saint-Étienne, à 18 ans. Mais voilà, je suis revenue dans la région lyonnaise pour être dans une nouvelle dynamique, finalement, et porter des projets d'entrepreneuriat social, comme tu le disais. J'ai repris mes études en gestion des organisations RH et puis en éthique des organisations à Lyon 3. J'ai intégré la métropole de Lyon pour organiser les dialogues en humanité. Donc, c'est un forum du développement humain et durable qui a lieu au Parc de la Tête d'Or. Alors maintenant, après 30 ans de vie, ça n'existe plus. Mais voilà, ça me permettait de rester un petit peu dans l'événementiel et en même temps de rencontrer des gens exceptionnels. J'ai eu l'occasion de rencontrer Edgar Morin, Stéphane Hessel, et puis des artistes, des entrepreneurs, des citoyens, des jeunes. Donc c'est vraiment, ça se passait sous forme d'agora au parc et ça m'allait vraiment bien parce que voilà, j'étais dans un contexte de croisement entre la culture, l'économique, le politique et tout ça dans une perspective d'engagement citoyen et de préserver en fait les liens humains et les liens avec la nature. Donc c'était une très belle entrée en matière pour revenir sur Lyon, commencer aussi à monter des projets d'entrepreneuriat social, donc un tiers-lieu à Villeurbanne, puis plein d'autres choses, une agence de communication responsable. Voilà, donc après j'en suis venue aux pratiques narratives. Je prends des raccourcis, je suis obligée. Comme tu le vois, il y a plein de choses dans ma vie aussi. Mais voilà, les pratiques narratives, moi, ça fait 15 ans que j'accompagne les personnes. Alors, ce sont des gens qui... alors, le lien avec l'humain, il est évident. Hein, même quand j'étais en entreprise, j'ai toujours été dans ce croisement. J'adore accompagner les gens. J'adore transmettre. Je gérais des équipes aussi en Europe dans le cadre du développement sur la Chine, etc. Donc, j'ai toujours eu cette proximité avec l'humain. Et puis, comme je te disais, j'avais repris des études en RH. Et ce lien à l'humain, il est permanent dans ma vie. Et le fait de partager des ressources, de découvrir l'autre et de transmettre, c'est vraiment, ça fait partie de mon ADN. Et donc, on me sollicitait souvent des amis qui voulaient devenir entrepreneurs ou monter des projets associatifs, me sollicitaient pour me demander des avis, des conseils. Et bon, je le faisais un peu comme ça. Puisque alors, quand j'ai une idée en tête, je me débrouille pour qu'elle arrive dans la réalité. Et c'est là que j'ai commencé un peu à accompagner les personnes au niveau personnel et professionnel. Mais alors, je me suis formée à pas mal de choses dans le contexte professionnel, comme des outils comme le MBTI, les énéagrammes, des outils de connaissance de soi. Mais il n'y en avait aucun, finalement, avec lequel je me sentais alignée. C'est-à-dire que moi, je ne conçois pas le développement personnel sans le développement collectif, en fait. Donc, cette dynamique de développement personnel qui peut être culpabilisante, où il faudrait être toujours heureux ou devenir des clones les uns les autres, ça m'intéresse pas, ça me parlait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire ressortir, en fait, comme tu le disais en intro, la singularité, de déployer, en fait, le pouvoir d'agir, d'accompagner les personnes à ce qu'elles puissent... se sentir épanouies avant tout, dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont, et alignées, c'est-à-dire d'avoir cette authenticité, mais c'est pas toujours facile en fait, en fonction de nos parcours, notre éducation, les épreuves qu'on peut rencontrer dans la vie, etc.
Je me suis formée en process communication, qui est un outil en fait d'accompagnement à la relation et à la connaissance de soi, à la gestion de groupe, etc. Et en me formant à cette technique d'accompagnement, j'ai découvert les pratiques narratives avec un prospectus, voilà, qui était dans le centre de formation à l'Institut Repère à Paris. Et là, je me suis dit, ah là là, narratif, ça me parle. Ma première responsable m'avait dit, toi, il faut que tu écrives un livre. Donc ça m'est toujours resté. J'adore lire, j'adore écrire. Et voilà, donc cette histoire de pratique narrative, ça m'a questionnée. J'ai commencé à me renseigner et j'ai découvert avec joie, en fait, que c'est une pratique qui est éminemment éthique, engagée et respectueuse, puisqu'elle restaure la dignité des personnes. C'est une démarche d'accompagnement qui nous vient de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Donc ce sont 2 travailleurs sociaux, Michael White et David Epson, qui ont co-créé cette démarche qui fait partie de la thérapie systémique. Ce sont des personnes qui accompagnaient des enfants hospitalisés, qui ont été aussi mandatés par le gouvernement australien pour recréer du lien avec les aborigènes. Et eux, en tant qu'hommes blancs, ils se disaient ok, mais moi, vous nous dites de recréer du lien, mais voilà, on est blanc, on ne connaît pas la culture aborigène, comment on va recréer un espace et réconcilier finalement, être dans cette démarche de réconciliation au niveau national avec les peuples, les peuples qui ont toujours été là. Ils ont travaillé sur ces sujets-là et moi, ça me parle beaucoup. Puis ça a fonctionné en fait. C'est vraiment des pratiques thérapeutiques qui fonctionnent, qui peuvent être employées avec des communautés en situation de vulnérabilité. Il y a eu des accompagnements et des démarches, par exemple au Rwanda. Enfin voilà, quand il y a des... comment on se relève, comment on vit quand toute notre famille a été massacrée. Ça, c'est des sujets, voilà, comment on fait. Ou comment on fait quand on a subi en fait des violences ou de l'inceste, etc. Donc là, je parle des traumas. Mais au-delà des traumas, les pratiques narratives peuvent être tout à fait pertinentes sur de l'accompagnement individuel d'une personne qui se sent en situation de blocage, qui se sent enfermée dans une identité. En fait, les pratiques narratives, ce sont des conversations que l'on a avec les personnes concernées. Et nous, en tant que praticiens, on va vraiment être dans une démarche d'aider la personne à se reconnecter à ses ressources. Parce qu'en fait, même si elle a vécu des difficultés, elle a des ressources en elle, mais qu'elle a oubliées. Et donc, on est un peu des soigneurs d'histoire. Moi, j'aurais rêvé, il y avait un métier que j'aurais adoré faire, mais j'étais vraiment trop nulle en maths. Pas du tout scientifique, j'aurais adoré être chirurgienne. C'est un métier que j'admire. Et finalement, je me dis aujourd'hui, je suis une chirurgienne des mots. En fait, je répare les histoires des gens parce que, à travers ces conversations, eh bien, on recrée une identité, en tout cas, avec la personne préférée, privilégiée, en se reconnectant à ses ressources, en identifiant des traces qui sont très fines dans sa vie, mais qu'elle a complètement mis de côté. Donc, pour faire bref, parce que je peux en parler des heures, c'est vraiment une démarche qui va respecter la personne dans ce qu'elle est. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de l'aider à retrouver en fait ces ressources-là. Et c'est ça après qui permet d'être dans l'action en fait, puisque l'objectif final, c'est de remobiliser la personne et qu'elle se ressente active et surtout complètement à l'aise avec ce qu'elle est. Et en pratique narrative, nous, on considère qu'on est multi-identité. L'identité, c'est pas une notion qui est figée. C'est une notion qui évolue en fonction de notre vie, en fait. Donc voilà, c'est tout un programme. Ouais, ça fait complètement le lien justement avec le livre que tu as coécrit et que tu as coordonné, dont on va parler pendant cet épisode, qui s'appelle Mémoire tissée, et qui est le prolongement justement de toutes ces expériences, de tous ces engagements, et qui est le prolongement aussi justement de ton activité de praticienne narrative. Et ce livre, en fait, il prend racine dans ton vécu comme celui de nombreuses autres personnes. Comme beaucoup d'autres personnes vivant en France, comme moi-même, tu es petite fille d'immigrés. Il est bon de rappeler qu'une personne française sur 3 a un lien avec l'immigration. Et ce magnifique livre que j'ai eu la joie de lire met en lumière les grandes oubliées de l'histoire, ces grands-mères qui ont fait le choix ou été contraintes d'émigrer vers la France et qui, après avoir été déracinées, ont choisi de rester en France, tout ou partie de leur vie. Quand bien même il y ait pu avoir aussi des voyages à certains moments, des retours au pays.
Et c'est au travers du regard sensible et de la voix, de leurs petits-enfants qui est, conté, les portraits de ces femmes que l'on n'a jamais ou peu, mises en lumière. Est-ce que tu as envie de parler un peu de ta vie ou pas? C'est vrai que j'ai oublié de te poser la question au début. Oui, si tu veux, parce que de toute façon, c'est le point de départ. Le point de départ de cet ouvrage, ça reste, éminemment, ma propre histoire, celle de ma grand-mère qui a émigré en France, quand elle avait 14 ans, en 1947, qui est décédée en 2020 et qui venait de Sardaigne et qui était pour moi une figure de référence, en fait, par rapport à mon éducation et par rapport à ce que je suis aujourd'hui et une manière aussi de garder le lien avec elle. Parce que là aussi, c'est un autre enseignement des pratiques narratives, mais pas que, hein, en psychologie en général aussi. C'est-à-dire que la relation avec quelqu'un ne s'arrête pas à la mort. La relation, elle perdure. Donc, en tout cas, c'est ce que je crois, mais elle prend des formes différentes. Et aussi, ce livre, c'est une manière de venir questionner la mémoire individuelle et collective. Et c'est pas anodin puisque ma grand-mère avait Alzheimer. Donc, c'est aussi une manière de remettre en perspective cette question de la mémoire au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'histoire, puisqu'on parle souvent d'histoire et mémoire. Ma fille qui est à Saint-Symphorien-sur-Coise en terminale, ça fait partie de son programme, histoire et mémoire. Donc voilà, et l'histoire collective, la mémoire collective, aujourd'hui, avec la question des migrations, ça revient toujours, en fait, cette histoire de mémoire, d'histoire, la colonisation. Enfin, ces sujets-là sont des sujets encore actuels, qui ne sont pas résolus. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de venir questionner ces sujets-là, mais dans une perspective de récits qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire, justement, qui viennent de l'intime pour venir éclairer la vision, en fait, de chacun sur ces sujets. Ma grand-mère est arrivée, comme je te le disais, en 1947. Son père était déjà venu, il travaillait dans les mines dans le sud de la Sardaigne, sous Mussolini. Et puis, il a fui et il est arrivé à Saint-Étienne pour retravailler dans les mines à Saint-Étienne. Et puis, 1 ou 2 ans après, je crois, mon arrière-grand-mère et mon grand-oncle et ma grand-mère l'ont rejoint. Il est mort assez jeune, hein, je crois qu'il avait une 50aine d'années, mon arrière-grand-père, du fait de son travail à la mine. Et puis, du coup, ma maman a été élevée par sa grand-mère, qui ne parlait que sarde, à Saint-Étienne. Et ma grand-mère maternelle, elle a dû aller travailler assez tôt, finalement, pour subvenir aux besoins de la famille aussi. Elle était couturière, elle travaillait le cuir, etc. Elle s'est mariée avec mon grand-père qui était français, qui était très charmant, très beau, mais qui est devenu très violent assez rapidement et alcoolique. Et donc du coup, ça a été une vie jusqu'aux 18 ans de ma mère très compliquée, très très compliquée, de vivre la violence au quotidien et l'alcoolisme. Et donc elles ont fui en fait le foyer familial pour se réfugier. Et puis après, il y a une belle histoire d'amour avec mon grand-père adoptif qui était quelqu'un de plutôt aisé, protestant, d'une famille aux antipodes de celle de ma famille maternelle. Vraiment, rien à voir. Voilà, il habitait en face, c'était le voisin, etc. Donc, il a adopté ma maman et là, c'était une autre vie pour ma grand-mère. Et quand tu me poses la question de qu'est-ce que je retiens ou pourquoi j'ai voulu parler de ma grand-mère, c'est parce que ma grand-mère, elle m'a transmis des valeurs avant tout et qui jalonnent ma vie en fait, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. C'est ce qui me porte parce que ça fait partie de mon éducation. Et parmi ces valeurs, il y a les 4 qu'on retrouve dans le livre qui introduisent les chapitres, en fait, les témoignages, qui sont l'amour, la résilience, la transmission et la paix. Et donc ces valeurs sont des valeurs pour moi fondamentales, qui sont assez symboliques en fait des parcours migratoires et notamment des parcours des femmes. Finalement, ce que ça met en lumière et ce qui se retrouve beaucoup dans les histoires de ce livre, c'est qu'il y a des points communs entre toutes ces femmes immigrées, même si elles viennent du Chili, du Vietnam, d'Afrique, etc. Pour moi, ce livre, c'est aussi l'héritage de valeurs qui sont celles de ma famille, mais qui sont celles aussi d'autres familles. Écrire un livre sur elle uniquement, ça me semblait insuffisant. Et pour moi, c'était important d'enrichir en fait le propos, d'ouvrir un peu les perspectives, le regard, même si effectivement c'est moi qui retranscris ces témoignages, bien sûr en respectant ce que m'ont partagé les héritiers et les héritières. C'est comme ça que j'aime bien les nommer. Donc les témoins, finalement, les petits-enfants, comme tu le disais.
Je leur demandais, écoute, toi, ta grand-mère, son parcours, son histoire, ton lien avec elle, finalement, tu le classerais dans quel chapitre, entre guillemets. Et ces valeurs-là, ce sont des enjeux de société pour moi. Donc c'est pour ça que ça va même au-delà des témoignages. C'est des valeurs que je veux vivre en société et qui sont challengées aujourd'hui. On voit bien dans quel monde on vit et dans quelle France on vit et dans quelle Europe on est en train de vivre au niveau politique. Donc c'est ça, c'est ces discours-là que moi je veux mettre en lumière. Et en pratique narrative aussi, je t'en ai pas parlé, mais on est là pour contrer les récits dominants. Les récits dominants à titre individuel qu'on se raconte dans notre tête et les récits dominants qu'on trouve dans la société. Quels que soient les sujets, que ce soit l'écologie, que ce soit l'immigration, que ce soit la santé, quels que soient les sujets, on a des récits dominants. Les récits dominants, c'est ceux qu'on nous raconte toute la journée à la télé ou dans les journaux, etc. Donc l'enjeu de ce livre, c'est aussi de contrer ces histoires et de montrer des histoires alternatives, qui sont des contre-histoires. Des histoires qui prouvent le contraire, en fait. Voilà. Du coup, cet ouvrage, il comprend 20 témoignages de petites filles et petits fils d'immigrés, mais aussi des éclairages académiques, avec justement différents angles, un angle psychologique, sociologique, historique, géographique, qui permettent justement de parler du sujet de la mémoire et du sujet des migrations. Comment tu as voulu justement construire cette œuvre ? Pourquoi c'était important pour toi d'avoir à la fois ces éclairages-là, mais aussi cette diversité de témoignages ? Comment tu as voulu la construire ? Par égard pour le lecteur, je ne veux pas que mon propos soit le seul et unique. Donc c'est important pour moi d'avoir des regards différents. Et c'est pour ça que j'ai effectivement convié des journalistes et des écrivaines, des médecins, psychiatres, conteurs, anthropologues, qui ont participé à l'ouvrage, soit sur la préface, soit sur la postface, et puis pour introduire les valeurs, parce que ces personnes étaient aussi concernées ou parce qu'elles avaient un regard du fait de leur métier. Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui fait la préface, est médecin psychiatre spécialiste du racisme, d'immigration, etc. Malek Boukerchi, il est anthropologue, il est ultramarathonien, il est conteur, donc moi j'aime beaucoup les personnes comme ça qui peuvent passer d'un sujet à l'autre et dont le parcours de vie est tout à fait extraordinaire et inspirant. Et moi, là, je l'ai sollicité pour son amour des contes, parce que les contes, l'oralité, c'est important aussi, dans la construction de soi, dans certaines cultures en tout cas. Et le regard académique, pour moi, il est indispensable, parce que, alors moi, dans toutes mes dynamiques professionnelles, j'aime bien allier la stratégie et le terrain. Et là, c'est pareil. J'aime bien allier les histoires vraies qui viennent des gens et le regard qui va nous donner une perspective pour comprendre, c'est-à-dire la théorie, la pratique et la théorie. Les chercheurs, chercheuses, donc en l'occurrence Pascal Blanchard et Leila Bencharif. Donc Pascal Blanchard est quand même une figure importante en France sur les questions d'émigration et en particulier de la colonisation, les zoos humains, etc. Donc il est vraiment spécialiste de ces sujets. Et Leila Bencharif, elle est géographe et elle est aussi, elle a étudié tout ce qui concerne la place de l'immigration dans la cité, dans la ville, au niveau urbain, etc. Donc, leur regard, pour moi, il est indispensable pour comprendre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, ce livre, il a vocation à être lu par toutes et tous. C'est un support pédagogique. Donc, des gens qui sont plus, entre guillemets, intellectuels vont peut-être être plus attirés par ce regard académique. Des gens qui sont plus dans la volonté ou le désir de découvrir des histoires vraies, ils vont aller sur les témoignages. L'objectif du livre, c'est aussi de pouvoir échanger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interviens dans les EHPAD, on peut intervenir dans les écoles, etc. Et donc, il y a des illustrations qui sont faites par Laetitia Gillard, qui initialement est professeure d'art, mais qui est aussi illustratrice. Elle fait énormément de choses aussi. La manière dont elle a appréhendé le projet, elle l'a appréhendé avec un regard très onirique, très poétique, très même parfois enfantin. Et je trouve que c'est très intéressant parce que on a son enfant avec soi, on lit le livre, et on peut lui montrer les illustrations, réalisées par Laetitia et lui dire qu'est-ce que ça t'évoque, etc. On peut même faire des ateliers philo, on peut faire plein de choses. Et donc moi je voulais que le livre, il ait plusieurs portes d'entrée et que chacun ouvre la porte qu'il souhaite.
mais que quand ils ressortent de cette lecture, se sentent enrichis en fait de cette lecture-là. C'est mon intention. Trop chouette. Justement, tu parlais de Pascal Blanchard, qui est historien et chercheur spécialiste de l'histoire des immigrations. Et dans l'article justement qu'il écrit pour ton ouvrage, il parle des vécus divers de 3 générations. Et il dit que la première génération va vivre l'histoire et le choc migratoire. La seconde génération porte l'histoire et s'attache essentiellement à faire corps avec le pays où l'on veut vivre et faire grandir ses enfants. Et que la troisième génération, celle des petits-enfants, est celle qui veut comprendre, qui veut affirmer son récit et qui puise dans le passé les lignes fondatrices de son récit et sa légitimité au regard du passé. Et ce livre, ces témoignages parlent donc de comment ces héritiers et ces héritières de ces trajectoires composent avec celle-ci, c'est-à-dire composent aujourd'hui avec des identités multiples et mouvantes, et entre des codes bien français que ces personnes auraient acquis et qui témoignent d'une bonne intégration, d'une bonne assimilation, mais aussi les savoirs, savoir-être, traditions, rituels et autres vécus des cultures dont ils et elles ont hérité par ailleurs. Et également dans la préface, tu en parlais, Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui est psychiatre et psychothérapeute et qui travaille justement beaucoup avec des Français et des Françaises dits de deuxième et troisième génération, explique que il y a quelques années encore, ce qui prédominait régulièrement dans les discours, c'était un vécu de honte et la culpabilité d'avoir ressenti cette honte vis-à-vis de celles et ceux que l'on aime le plus. Au-delà des discours, les personnes qui ont consulté faisaient pour un certain nombre état justement d'un véritable mal-être dont ils et elles ne savaient pas d'où venait exactement ce mal-être et n'avaient pas toujours la capacité de mettre des mots sur ce mal-être et de l'expliquer. Donc c'était vraiment une crise d'identité. Et il y a, comme elle dit, ce qui se passe à la maison, le regard des autres, et les processus aussi plus systémiques qui cherchent à gommer les particularités au nom de l'universalisme, les apprentissages qu'on peut avoir au sein de l'école républicaine française. Il y a le poids aussi de cette dette à travers ces générations, justement ces premières générations qui sont sacrifiées pour leur donner des conditions de vie qu'elles connaissent aujourd'hui. Et donc ce grand questionnement aussi qui se pose, c'est comment alors faire corps avec ces héritages. Et quelles que soient les relations qui ont été créées et maintenues avec ces grands-mères venues d'ailleurs, à un moment où tout au long de leur vie, ça dépend aussi des témoignages, qu'elles soient proches ou non, ces 20 petits-enfants ont décidé de leur rendre hommage. Et ce que je trouve justement hyper intéressant, c'est que ça permet de faire la lumière sur l'une des intentions aussi des petits-enfants lorsqu'ils choisissent de témoigner, parce que ces témoignages, ils peuvent participer pour les uns à une quête d'identité, et pour les autres aussi à rappeler comment ils et elles font corps avec ces identités héritées aujourd'hui et comment ça les construit en tant que personne. Et justement, aujourd'hui, Fatma dit que c'est bien la fierté de cette multiplicité de cultures qui prend le dessus, et qu'elle le voit, cela permet à ces personnes de devenir des adultes bien dans leur peau. Donc ça fait le lien justement avec les pratiques narratives, avec tout ce processus de soins via la narration. Pour revenir justement toi à ton parcours, comment tu as composé avec ces identités? Est-ce que tu as réussi à faire corps avec elles? Et est-ce que à un moment tu as aussi éprouvé ce sentiment de honte? Comment ça a évolué? Je suis allée chercher des identités multiples. J'ai interviewé des gens qui ont entre 17 et 70 ans. Donc, dans cette tranche d'âge qui est très large, on parle de plusieurs vagues migratoires. Et donc, dans les propos de Pascal Blanchard, on peut retrouver l'ensemble, en fait. Si je dois me situer dans cette période-là, je suis de 3e génération. Voilà, il y a eu mes parents qui sont français, les deux côtés, et mes grands-parents des deux côtés, paternels et maternels, qui sont italiens. Donc, je suis 3e génération. À partir de là, en plus, étant d'origine italienne, je suis d'origine européenne. D'accord ? Je suis blanche, etc. Alors, on ne va pas nier que les Italiens, comme tout le monde, quand ils sont arrivés en France, ils ont souffert du racisme, évidemment. Surtout l'immigration de l'après-guerre, puisque ils subissaient des insultes, comme tout immigré en fait. Voilà, c'est la différence qui fait que on est rejeté.
Mais disons que c'est pas comme une personne qui arrive d'Afrique ou même d'Amérique latine, où le processus d'accueil et d'hospitalité sera beaucoup plus complexe, surtout sur les dernières générations. Parfois, et on le voit avec le traitement de l'actualité dans des contextes de guerre, qu'il y a 2 poids 2 mesures sur l'accueil de l'étranger, malheureusement, en fonction de son pays d'origine. Donc voilà, il y a eu un processus, comme on dit, d'intégration qui s'est fait, et c'est ce que dit Pascal Blanchard, c'est-à-dire qu'on fait des sacrifices et on gomme ses racines, puisqu'en fait on est là, on arrive, après-guerre, on veut travailler, même la seconde génération, ça sera à peu près pareil. On veut travailler, on gomme un peu ses origines, ses racines, on apprend vite le français. Moi, ma grand-mère, elle a appris, 14 ans, elle parlait pas un mot de français, elle a appris en regardant la télé, elle lisait pas, etc. Voilà, elle a appris comme ça sur le tas, en immersion, le français. Et finalement, moi, j'ai pas trop de recul sur la question du racisme dans la famille, puisque en fait, très vite, elle s'est mariée avec un Français, puis un autre Français. Enfin voilà. Donc, du coup, l'intégration entre guillemets, elle s'est faite plutôt bien. Et quand je disais à ma grand-mère, est-ce que tu as envie de retourner en Italie, elle me disait non, j'ai pas envie de retourner en Italie, j'ai pas envie de retourner en Sardaigne. La France, c'est beaucoup mieux. En Sardaigne, il n'y a rien. Je suis venue, je traversais les Alpes pieds nus avec une valise en carton. Voilà, c'est mon pays, je l'aime, j'aime mon île, mais je ne retournerai pas là-bas. C'est pauvre et il n'y a rien à faire. Voilà, la France m'a tout donné. J'aime la France. Donc ça, c'est le discours dans ma famille. Moi, il faut savoir que j'ai un profond respect pour l'école de la République, j'ai un profond respect pour la beauté de la France, j'aime la France par ses paysages, sa diversité, etc. Mais à l'intérieur de moi, je me suis jamais sentie appartenir à la France française, etc. Dans mon identité à l'intérieur, quoi. Et j'ai toujours eu comme je te le disais, ce désir de l'étranger, mais irascible, enfin permanent. Et d'ailleurs, j'avais dit à mes parents, et ils le savaient très tôt, je ne me marierai jamais avec une personne d'origine française. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'était impossible pour moi. Dans mon esprit, c'était pas envisageable. Parce que j'ai l'amour des cultures, de l'étranger, c'est viscéral. Et donc, finalement, moi, je suis une Française 3e génération, d'origine italienne, et mon identité, elle est plus celle d'une citoyenne du monde. Et j'ai besoin de bouger, de voyager. Je suis une nomade. Donc, je suis passée d'une identité à une autre, entre guillemets, enfin, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, moi, j'ai eu cet élan d'aller vers autre chose que ce que j'étais fondamentalement. Je suis encore une autre identité que celle qui est décrite dans le livre, finalement. Et chacun compose avec ça. Certaines personnes vont le gommer, d'autres vont l'asseoir. Et c'est ce qu'on retrouve fonction des générations. Fonction des contextes politiques, économiques, voilà, les dynamiques sont différentes et l'humain va composer comme il peut, avec ce qu'il est, avec d'où il vient, avec les valeurs, avec son histoire, son éducation, etc. Moi, c'est mon histoire, mon éducation qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui et c'est ce que mes parents m'ont appris. L'identité, on le sait, c'est une somme de choses. C'est de la culture, c'est de l'éducation, c'est le terreau. C'est là où on est élevé. On en parlait tout à l'heure ensemble. Tu es revenu à la campagne, t'es né à la campagne, dans les coteaux du Lyonnais. Tu es parti en ville, tu es revenu à la campagne. Moi, c'est pareil. Mon identité, c'est aussi une identité d'une jeune fille qui vivait à Saint-Étienne et qui, tous les week-ends, allait chez sa grand-mère à la campagne en Haute-Loire. Et je suis revenue dans un contexte de proximité de la nature parce que, en fait, cette graine, elle est là et qu'elle façonne aussi notre identité. Effectivement, le sentiment de honte, moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais vécu. Par contre, le sentiment de rejet, oui. Mais ce n'est pas un rejet lié à ma culture ou à ma grand-mère ou à mes origines italiennes, du tout. C'est un rejet lié à mes choix d'identité spirituelle, si on peut appeler ça comme ça. Ah, c'est hyper intéressant d'avoir justement ton point de vue sur comment tu vois les choses, comment tu te relies à ces différentes identités et ces racines. Et justement, cet ouvrage, il met en avant une pluralité de quais d'identité qui sont hyper diverses, de rapports hyper divers aussi à ces racines-là. Comme tu dis, il y a des personnes qui essayent de gommer ces racines. Même des fois, c'est même l'héritage. C'est ça, c'est de gommer ces racines. Parce que justement, la personne issue de la première génération, elle a cherché à ça. Et des fois, c'est des témoignages qui montrent un souhait de reconnecter avec ces racines-là
et des fois, juste de les découvrir parce qu'en fait, les personnes de la troisième génération n'avaient pas de connaissances, pas de lien direct avec cette première génération. Et est-ce que tu veux nous parler un peu, justement, toi qui as recueilli ces témoignages, de cette diversité-là? Je sais pas, est-ce que tu as des exemples en tête que tu J'ai veux des donner? exemples, je vais donner, pour te faire plaisir, je vais te donner un exemple très local. Et un autre exemple, on va partir en Colombie. L'exemple très local, c'est celui de Paul, qui est enseignant retraité aujourd'hui. Et c'est cette école dont on parlait de Saint-Didier-sous-Rivry, pour laquelle je me suis retrouvée dans les Coteaux du Lyonnais. Et Paul était l'instituteur de mes enfants. Et Paul est d'origine grecque. Et quand j'ai débarqué à Saint-Didier-sous-Rivry, voilà, j'ai été accueillie par l'enseignant, par lui, etc. Et bien évidemment, son nom, Psaltopoulos, laissait imaginer qu'il était d'origine grecque. C'était pas très dur à le deviner. Mais il ne parlait jamais vraiment de ça, en fait. Voilà. Et il est parti à la retraite. Mes enfants sont partis de l'école puisqu'ils sont partis au collège. Et quand j'ai eu l'idée de ce livre, j'ai dit mais je veux absolument avoir un témoignage de quelqu'un qui habite par là, quoi. C'était important pour moi. J'avais pas envie d'aller à Paris ou je ne sais où, ou même à Lyon, en fait. Je voulais aussi que l'ouvrage retrace des parcours en ruralité, en ville. Enfin voilà, ça aussi c'était important pour moi. Et ça a été une opportunité pour moi d'échanger avec lui. Et de découvrir qu'effectivement, pour le coup, lui, il y a eu une vraie coupure avec la culture grecque. Alors oui, quand il était petit, jeune, etc., ils écoutaient des chansons grecques, etc. Mais sa maman a complètement rompu le lien avec la Grèce parce que c'était trop dur. Trop dur, trop dur. Et là, c'est pareil. Les conflits qu'il y a eu entre la Grèce et la Turquie, les déplacements de population, etc. Tout ça, moi, je n'avais pas le lien aussi avec l'Arménie. Enfin, les Arméniens qui ont vécu considérés comme apatrides, 3 génocides, etc. En fait, voilà, ça donne un éclairage sur l'histoire. Et ça explique ce que tu disais il y a un petit moment, que parfois, l'héritage, c'est de rompre. Les personnes n'ont d'autre choix pour rester debout que de faire une rupture mémorielle avec leur pays d'origine, avec l'histoire, etc. Qu'ils aient été concernés directement ou en tant qu'enfants. Parce que des fois, c'est les parents qui ont été victimes, qui ont eu des souffrances. Donc, Paul, Paul, c'est un exemple concret d'une personne qui ne parlait pas grec. Son frère a appris le grec. Mais lui ne le parle pas. Et ce qui était super bien, c'est qu'il y a peut-être 2-3 ans, sa fille fait des documentaires. Et je me suis retrouvée au cinéma de Saint-Martin-en-Haut avec Paul, sa fille, et puis l'enseignant de mes enfants qui est à Saint-Symphorien-sur-Coise, qui est prof d'histoire, Monsieur Ville. Et c'était génial de se retrouver dans ce contexte-là parce que sa fille est repartie en Grèce, a fait un documentaire sur l'histoire de la famille. Elle a essayé de recoller un petit peu les morceaux, de comprendre et retourner sur les lieux d'habitation de sa grand-mère, ses grands-parents, etc., arrière-grands-parents, ses cousins, cousines, grands-cousins. Et voilà, et donc ça, c'est OK. Parfois, l'histoire, elle est rompue dans la famille, pour X raisons que ce soit. Et effectivement, comme le dit Pascal Blanchard, ces dernières générations n'ont d'autre choix pour se construire, parce que c'est un choix personnel. Personne lui a dit, va voir qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est elle, c'était un besoin important pour elle dans sa compréhension de sa vie, de ce qu'elle est, de sa famille et puis peut-être de l'histoire, de pouvoir éclairer, donner un éclairage par le documentaire, par son métier et de le repartager après au grand public. Mais c'est une volonté, c'est un souhait, c'est un élan, c'est un désir. Il n'y a rien d'imposé là-dedans. Un autre exemple, comme je te disais, la Colombie. Pour la Colombie, pour Francesca avec sa grand-mère, c'est tout autre chose. Francesca, elle a 25-30 ans et elle est arrivée en France à 4 ans. Elle a été séparée de sa maman. Elle a été élevée par sa grand-mère colombienne et son père, quand elle est arrivée à Paris. Et là, la grand-mère est en permanence avec la petite fille. Elles vivent ensemble quasiment tout le temps. Les relations sont parfois complexes. Parce que quand on est une jeune fille qui a été séparée de sa maman, c'est compliqué à 4 ans. Il y a une problématique d'attachement et de liens insécures. Mais la grand-mère a joué son rôle pour justement de construire ce lien sécure avec sa petite fille. Et là, par contre, Francesca, bien sûr, elle est bilingue espagnole, bien sûr, mais pareil, elle a été coupée complètement de la Colombie.
Elle a été coupée de son pays d'origine, puisqu'elle est née là-bas, donc c'est encore autre chose. Et complètement coupée pendant une vingtaine d'années. Elle y est retournée à 20 ans ou à 17 ans, je ne sais plus. Elle a revu sa mère, sa grand-mère maternelle. Et pour le coup, Francesca, elle, autant Paul se sent, je pense, si on lui demandait complètement français, d'origine grecque, mais voilà, il est avant tout français. Autant Francesca, évidemment, comme elle est née en Colombie, qu'elle est arrivée à 4 ans, qu'elle en a 25, son rapport à la Colombie était un peu torturé, finalement. Et elle se sentait, quand elle me dit moi, je suis latino-américaine et les latino-américains, c'est toujours la fête, etc. Mais moi, non, je suis une artiste, j'aime le calme. Je suis une Colombienne, mais moi, j'aime pas spécialement la fête. Et ça aussi, ça illustre que voilà, l'identité, elle est vraiment multiple. On sort des préjugés aussi, histoire de sortir des préjugés. Et puis de composer, pour elle, c'était difficile de composer avec cette arrivée en France et les valeurs. Et c'est pour ça qu'elle a témoigné aussi. C'est parce que c'est toujours une histoire de valeurs. C'est qu'en Colombie, les gens sont ils sont toujours souriants, très hospitaliers, etc. Et elle me disait, ben voilà, moi, c'est ça que j'aime de la Colombie, de mon pays. C'est ça, c'est le partage, la convivialité, l'hospitalité, le sourire, quoi qu'il arrive, malgré la difficulté de la vie, la pauvreté. Et quand je suis en France, malheureusement, je ne trouve pas cette joie de vivre, cette convivialité. Je suis arrivée à Paris, voilà. Ou alors c'est excessif, c'est de la joie de vivre, mais que par la fête. Donc voilà, c'est comment elle peut vivre entre ces deux nuances-là et avancer. Voilà, je voulais pas aussi essentialiser la grand-mère. Parfois, dans les récits, il y a des liens avec la grand-mère qui ne sont pas sereins. C'est pas une relation fusionnelle. C'est pas une grand-mère qui va faire des confitures. Enfin voilà. L'idée, c'était aussi de montrer avant tout, pas des grand-mères, mais des femmes. Et ça a été l'occasion pour les témoins, quand les grand-mères sont encore là, d'aller rediscuter avec elles et de découvrir vraiment leur histoire. C'était un prétexte. Alors, ça a été parfois difficile, ça n'était pas du tout imposé. Moi, les personnes me disaient ce qu'elles avaient envie de dire. Voilà. Mais elles ont eu cet élan, pour certaines, et c'est le cas de Francesca, de retourner voir sa grand-mère, de descendre au rez-de-chaussée, d'aller voir sa grand-mère qui vit au rez-de-chaussée, lui dire tu peux me raconter ça ? Et là, elle a découvert des choses sur la vie de sa grand-mère. Et donc, le lien, il a évolué aussi. Donc, c'est aussi, l'intention, c'est de recréer un lien. Que la grand-mère soit encore vivante ou décédée, c'est de recréer un lien avec cette histoire-là. Quels sont, selon toi, les freins que tu perçois aujourd'hui dans la reconnaissance et l'acceptation de ces héritages ? Est-ce qu'il y en a ? Et s'il y en a, quels sont les freins que tu peux percevoir ? Le principal frein, c'est la non-reconnaissance, si tu parles du collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il semble assez complexe, si on prend au niveau national et collectif, à la France de reconnaître, par exemple, son passé colonial. Et j'ai participé aussi sur un colloque à l'université de Marrakech, Humanisme et Migration. Et ce qu'il en ressortait, c'était que la manière d'appréhender l'histoire coloniale par la France ou par les pays anglo-saxons, elle s'est faite de manière très différente. Aujourd'hui, par exemple, l'Australie a reconnu les massacres des aborigènes, etc. Il y a même une compensation financière. En France, ça n'existe pas et on ne parle même pas de compensation financière pour ce qui a été commis. En fait, reconnaître, c'est une réparation. Donc c'est peu finalement de reconnaître ce qui s'est passé en Algérie. Ça ferait toute la différence. Mais il y a encore des blocages, des freins. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas chercheuse, je suis pas, voilà, et en plus je ne suis pas concernée. Donc voilà, moi je parle d'un point de vue complètement extérieur de ce que je peux ressentir ou percevoir. Donc je ne me sens pas vraiment légitime à répondre à cette question, mais en tout cas de ce que j'en perçois, c'est que il s'agit de réparer. Reconnaître, c'est réparer. C'est tout, en fait. Donc, et réparer, c'est apaiser, c'est réconcilier. Réparer l'histoire, c'est possible. Voilà, c'est aussi le travail que je fais en tant que praticienne narrative. Et au niveau collectif, ça demande finalement peu de choses, mais a priori, ça reste très compliqué. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déni et aussi que ça passe par le fait qu'il y a encore des relations de domination de la France sur tous ces anciens pays colonisés. Donc forcément, ça aide pas du tout à prendre le bon chemin, quoi. Ah oui, complètement. On voit comment ça se passe. Enfin, les relations deviennent de plus en plus
tendue, notamment avec certains pays en Afrique. Enfin voilà, la question de l'autonomisation, il ne faut pas oublier que pourquoi il y a de nouveau des problèmes en Nouvelle-Zélande. En fait, la Nouvelle-Zélande reste une colonie, un territoire non autonome, encore en 2025, bientôt 2026. Donc oui, en fait, tout ça n'est pas résolu. Voilà, il y a des enjeux qui ne permettent pas en fait de pacifier des relations entre des territoires et une France qui était effectivement une puissance coloniale. Et qui le reste toujours un petit peu sans le savoir finalement, parce que comme tu le dis, il y a encore des postures de domination qui perdurent, consciemment ou inconsciemment. Ouais, justement, là, on parle de géopolitique. Et toi, dans ton ouvrage, justement, tu fais ce travail de mémoire. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que quand on passe d'un témoignage à un autre, on passe d'un contexte géopolitique à un autre. Et dans tous les cas, en fait, ça parle d'histoire. Des liens aussi entre la France, entre ces anciens pays colonisés, entre la France et d'autres pays. Ça parle aussi de tout ce qui s'est passé. Donc tous ces témoignages, ils rendent compte de cette incroyable diversité de trajectoires et du coup de toutes les raisons et vécus qui ont poussé à entraîner la migration. Et on se rend compte que souvent aussi la migration, ça consiste pas justement à aller d'un point A à un point B, mais que des fois il y a plein de trajectoires même dans ce processus de migration, plein de choses qui se passent et qui arrivent, même des fois des retours au pays avant d'arriver à venir en France. Et du coup, ce sont des voyages qui ont pu, dans beaucoup de cas, être sinueux, compliqués, très difficiles à vivre. Et parmi les raisons, il peut y avoir des fuites, de la guerre, de la famine, de la pauvreté, l'espoir d'accéder à des conditions de vie meilleures pour étudier, travailler. Mais il y a aussi des histoires de rencontres et de mariages avec des Français, qu'ils aient été colons ou non. Un certain nombre de fois, ces grand-mères, elles ont été contraintes de suivre leur mari, qui a fait le choix d'émigrer en France, ou même les enfants, qui ont fait ce choix aussi. Et leurs histoires, donc, elles s'inscrivent effectivement dans de plus grandes histoires, celle de la géopolitique mondiale, celle de la colonisation, celle du capitalisme et de la mondialisation. Et donc c'est ainsi qu'au fil des témoignages, on passe du coup d'État de Pinochet au Chili, au génocide arménien, à l'invasion de la Crimée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, à la guerre d'Indochine, à la guerre d'Algérie, sans oublier des guerres civiles dont j'avais même pas connaissance au Sri Lanka, en Chine. Enfin, tous les pays ont leur histoire et tous les pays ont traversé les guerres. On se retrouve effectivement dans de nombreux pays qui ont été colonisés par la France, que ce soit l'Algérie, le Sénégal, Madagascar, le Cameroun. Dans ces pays, s'est imposé aussi, entre autres choses, la francophonie, qui a créé des liens aussi et facilité par la suite ces migrations. Et Leila Ben Sharif rappelle la réalité de l'immigration familiale. Elle dit justement que dans les années 50, nombreuses étaient les femmes algériennes qui quittaient leur village afin de rejoindre leur mari en France, vivant ce départ comme un acte de transgression. Et en venant en France, ces premières femmes paysannes émigrées se séparaient bien souvent d'un village, d'une famille, d'une protection pour retrouver leurs époux qui avaient rejoint les rangs du sous-prolétariat immigré et urbain. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce sujet, de réagir un peu à ce tableau que j'ai fait ? Pour revenir sur les premiers témoignages, peut-être dans 90% des cas, c'est des histoires de guerre, de déplacements forcés, de trajectoires multi-pays avec par exemple la Chine, le Cambodge, Vietnam, ou encore les immigrés de Sicile qui devaient aller aux États-Unis et qui finalement sont passés par la Tunisie, sont arrêtés au Maroc. Et aussi des questions, on parle de colonisation française, mais dans le livre, il y a aussi la question de la domination, par exemple, de l'Angleterre sur l'Irlande, avec le témoignage de l'Irlande, qui est une femme qui tombe amoureuse d'un Français et qui va venir faire ses études à la Sorbonne en France. Donc là, c'est une histoire d'amour, mais en filigrane, il y a toujours cette question de domination d'un pays sur un autre, puisque le père de cette Irlandaise faisait passer du bétail, etc., est considéré comme un traître. Enfin voilà, il y a toujours en filigrane ces histoires de domination, de transfert d'identité, etc. Et pour en revenir aux propos de Leila Ben Sharif, sur le fait que ces femmes paysannes, en l'occurrence d'Algérie, mais c'est le cas pour d'autres pays, parce que souvent, bien sûr, on rejoint la France dans l'espoir d'une vie meilleure, notamment au niveau économique. Ces femmes vont rejoindre leur mari en France. Et au final, ces femmes-là,
elles vont pas si mal s'en sortir par rapport aux hommes. Pourquoi ? Parce que en fait, ces hommes qui ont émigré en premier, ils perdent, souvent leur terre. Ils perdent, pour beaucoup d'entre eux, une dignité, même s'ils savent bien la préserver, et ils perdent leurs repères. C'est ce que Mae Hoa, qui est d'origine vietnamienne, qui est aussi scénariste, me partageait. Je trouve que c'est une notion très intéressante. Elle dit que les hommes perdent leurs repères en tant que pères, etc. Ils perdent leurs repères parce qu'ils perdent leur terre. Et les femmes, dans les parcours migratoires, souvent, et c'est ce qui ressort aussi dans le témoignage du Vietnam, et je suis assez d'accord avec les propos de Mae Hoa, c'est qu'elles vont mieux s'en sortir dans leur trajectoire. En fait, le parcours migratoire est une occasion d'émancipation. Souvent. Alors d'émancipation, non pas dans le sens où la France est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, c'est dans le sens où elles auront une capacité à composer avec ce qui est là, avec ce qu'elles doivent vivre, et une faculté d'adaptation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si effectivement elles vont arriver là en France dans des contextes urbains où elles devront s'adapter, apprendre le français. L'accueil de ces femmes se fait quand même dans des cités qui sont encore faites de diversité. Il y a une grande mixité d'origine. Et on le retrouve dans le témoignage du Maroc, dans plusieurs témoignages. Pour la plupart, elles vont garder quand même leur langue, leur tradition, etc. Alors oui, la plupart, elles vont rester femmes au foyer, elles ne vont pas travailler pour la plupart, etc. Elles vont apprendre le français, elles vont s'occuper des enfants, des petits-enfants. Les pères vont partir travailler à l'usine. Mais elles vont jouer leur rôle dans la micro-société qu'est la famille. Et d'ailleurs, elles ont un impact très important dans la vie de la famille, dans l'éducation des enfants, des petits-enfants. Et donc, elles laissent leur empreinte. Et c'est ça leur histoire, et c'est ça leur manière de rester connectées à des valeurs qui sont très, très importantes pour elles. Tunisie. Yéma. Comme tous les étés, je retourne dans ton pays, Yéma, à Kabylie. Adossée à une oasis composée d'une palmeraie estimée à 100 000 palmiers, ta petite ville natale s'est étendue depuis que tu l'as quittée, en 1981. Située au sud, à mi-chemin entre Tozeur et Gabès, elle est réputée pour son commerce de dattes. Quand j'y repense, je me demande ce que c'était de rejoindre son mari dans les années 80 et de s'installer dans ce qui est devenu notre quartier, la Sauvegarde, à la Duchère. Dans un environnement inconnu, sans savoir ni lire ni écrire le français. Les tours qui surplombent Lyon contrastent avec les petites maisons basses de Kabylie. Baba a préféré rentrer pour y vivre une retraite plus paisible. Se sentir dépendante, ne pas pouvoir faire ses courses seule, lutter pour comprendre le caissier de l'épicerie du coin, juste être là, habiter l'endroit, avec pour seul lien les siens. Depuis, tu t'es fait des amis pour pallier la solitude. Tu n'as jamais vraiment appris le français et pour ma part, j'ai très tôt appris à parler ta langue. En t'observant, en vivant à tes côtés, chez toi, parfois des mois, j'ai pu ressentir tes regrets, ta nostalgie, tes douleurs, sans jamais pouvoir vraiment les nommer. Et puis, ton immense affection a toujours pris le dessus. La Duchère, c'est un arrondissement de Lyon un peu particulier, un quartier coupé de la ville par un axe autoroutier, un espace autrefois très multiculturel qui n'en finit pas de se transformer. Nous sommes passés d'une cité moderne à un quartier dit sensible. Oui, nous sommes sensibles et, ici, à la Duche, il y a des habitants, des visages, des récits. Heureusement, le club de foot nous relie, nous les jeunes. Je pratique depuis 7 ans et j'adore. Grâce à mon club, Lyon-La Duchère, j'ai pu avoir mon portrait en grand format exposé sur la place Bellecour. Waouh, je suis si fier. J'espère pouvoir te le montrer à la rentrée Yéma, que l'on fasse une petite sortie en ville, toi qui n'y descends jamais. On sort aussi, on marche dans le quartier, on part au marché acheter le strict nécessaire. De sa vie, Yéma a tiré peu de profit matériel, mais ses apprentissages sont à son image. Yéma est comme une datte, sucrée et tendre, avec un noyau discret et solide. Dans ce fruit, il y a tous les nutriments pour se sentir bien et avancer dans la vie. Comme cet adage, donne, même si toi tu n'as pas, cela te sera rendu. Voici ce qui me nourrit d'elle. J'aime offrir.
Je suis prête à rater un cours pour assister une personne âgée qui rentre du marché, avec des cabas plus lourds qu'elle. La sortie course, quand on est une femme immigrée, âgée et seule, c'est un parcours de combattante. Il leur faut porter les sacs, prendre le bus, monter les étages à pied, car l'immeuble ne dispose pas d'ascenseur. Elles peuvent compter sur une main tendue. On monte, elles nous offrent un petit gâteau, on s'échange un sourire. Dans les quartiers où nos aînés ont pris racine, nous avons le sens de la solidarité. Et moi, je me sens grandir avec cette chaleur dans le cœur. Telles les branches du palmier, je compte bien m'épanouir et réussir. Si vous passez par la place Bellecour, allez voir comme je suis solaire. Je suis aussi une fille de la Duchère. Témoignage de Chiraz, Tunisie. Les femmes ont composé avec les nouveaux repères qu'elles avaient ici, en fait, finalement. Il me semble. Ouais, c'est super intéressant parce que dans le même temps, ce que justement montre Pascal Blanchard, mais aussi d'autres personnes dans cet ouvrage, c'est que, quand on parlait d'immigration, on a souvent tendance à penser aux hommes, à justement ces personnes qui sont venues là aussi pour travailler. Et en fait, il y a un processus d'invisibilisation des femmes parce qu'on parle jamais d'elles, on parle jamais des femmes dans l'immigration. Justement, Pascal Blanchard, il rappelle à ce sujet qu'elles sont triplement invisibles. Elles sont invisibles dans le récit national, invisibles dans le récit migratoire parce que, en dehors du monde du travail ou du monde de l'action politique dont on parlait, invisibles dans l'histoire de famille où bien souvent le récit des hommes s'est imposé. Et donc, il dit que s'attacher à la mémoire des grands-mères, c'est ouvrir une fenêtre sur le silence, c'est aussi offrir un autre récit. Et Leila Bencharif rappelle aussi que les femmes représentent 50% des personnes migrantes dans le monde. Et justement, c'était ton intention avec ce livre, de mettre en lumière ces histoires, d'en faire la mémoire, de mettre en lumière ces grands-mères, ces personnes, ces femmes migrantes. Et à ces invisibilités s'ajoute aussi un doublement des discriminations, celles liées au fait qu'elles soient personnes migrantes, mais aussi celles liées au fait qu'elles soient des femmes. Donc il y a aussi une invisibilisation sur ces parcours migratoires qui n'échappent pas justement aux violences patriarcales, aux violences des hommes sur les femmes notamment. Et donc Leila Bencharif rappelle aussi que si celles-ci migrent pour les mêmes raisons que les hommes, nombre de rapports d'ONG documentent l'extrême vulnérabilité des migrantes victimes d'oppression et d'exploitation sexuelle, des violences spécifiques à leurs conditions de femmes. Est-ce que tu veux parler aussi de ce sujet ? La question de la violence vécue par les femmes qui émigrent encore aujourd'hui, c'est un sujet qui est éminemment d'actualité, qui est toujours le même en fait. Mais là, c'est une question de, comme tu le disais, on est dans des dynamiques de patriarcat. Donc oui, elles vont subir des violences à plusieurs échelles. C'est pour ça qu'on peut parler aussi, et c'est l'objectif de notre association, d'être dans une dynamique de compréhension intersectionnelle, c'est-à-dire qu'une femme, je vais caricaturer, mais noire, avec un handicap invisible, en situation de monoparentalité, qui vient d'arriver en France et qui vit dans un foyer, eh bien, en fait, elle va cumuler les cas de discrimination et potentiellement les cas de violence, etc. En fait, la probabilité à subir des discriminations, des violences, s'ajoute dans chacune de ces couches-là, liées à sa catégorie socio-professionnelle, son origine, son éducation, sa religion, sa situation familiale, etc. Ce sont des sujets sans fin et qui malheureusement continuent d'exister. Et on sait que les femmes qui vivent dans les campagnes vont subir en fait aussi les mêmes problématiques. On oppose souvent en fait par exemple les quartiers et les campagnes, les quartiers politiques de la ville on appelle ça comme ça. Mais en fait, ce sont des territoires qui vivent les mêmes choses, les mêmes problématiques. Dans les quartiers, on vit la drogue, dans les campagnes, c'est l'alcool, la problématique de la mobilité des jeunes. Elle est la même dans les quartiers, la même dans les campagnes. La violence que peuvent subir les femmes, bien sûr qu'il y a des contextes qui font que c'est... je ne dis pas qu'en ville, il n'y a pas de violence, bien sûr qu'il y a de la violence en ville, mais en fait, les dynamiques qui se jouent, et ce qui se joue en particulier pour les femmes et les jeunes, eh bien, il y a plein de parallèles et de points communs entre
les zones périurbaines et les zones en situation de précarité économique qu'on appelle les banlieues et les territoires ruraux, en fait. Ce sont les mêmes choses qui se jouent et l'enjeu, il est souvent avec la femme au centre. Oui, complètement. Je trouve ça important justement de rappeler ça parce que souvent on a tendance à dire qu'il n'y a pas de problème ici dans les campagnes, à opposer aussi la ruralité et la ville et souvent aussi les personnes qui vivent dans la campagne ont tendance à avoir peur, à entretenir cette peur aussi que les médias entretiennent et à avoir peur aussi de la ville alors qu'en fait il y a les mêmes problématiques qui peuvent s'opposer ici. Donc merci de le rappeler. Et justement, là, on a parlé de ces processus d'invisibilisation, notamment quand on parle des migrations, mais il y a ce processus d'invisibilisation qui est fait aussi ici en France, enfin, notamment quand on regarde les métiers, parce qu'il y a des métiers dont on ne parle pas, qui sont complètement invisibilisés et tabous, et c'est notamment des métiers dans lesquels on retrouve ces femmes immigrées, notamment que ce soit dans le travail domestique, où elles sont très représentées, que ce soit dans le travail ouvrier, voire même le travail dans les champs. Et on oublie aussi qu'un certain nombre de ces femmes ont lutté pour leurs droits et ont dénoncé les discriminations au sein de collectifs immigrés et féministes. Enfin, c'est Léla justement qui en parle. Elle prend aussi l'exemple récent de la grève des femmes de chambre et gouvernantes, les travailleuses invisibles de l'hôtel Ibis Clichy-Batignolles, qui sont mobilisées pendant 22 mois entre juillet 2019 et mai 2021 pour dénoncer leurs conditions de travail et les mauvais traitements. Et ça aboutit en juin 2022 au fait que Rachel Keke, porte-parole de ce mouvement, fasse son entrée à l'Assemblée nationale. Ouais, je trouve ça important de rappeler aussi ça parce que de la même façon, on va apporter peu de visibilité aussi à ces luttes, à ces combats. Je sais qu'il y a des collectifs aussi de mères dans les quartiers populaires. Ça me fait penser à Fatima Wassak, à toutes ces personnes engagées sur ces enjeux-là. Ouais, est-ce que tu as envie de compléter un peu ce tableau? Ouais, pour rebondir sur le travail que fait Fatima Wassak, mais aussi des associations comme Banlieue Climat. C'est pour ça que j'aime bien relier la question de la jeunesse et des femmes et des mères. Dernièrement, Banlieue Climat a proposé aux femmes de l'association de faire Paris-Strasbourg en vélo avec les jeunes. Et donc, alors, il y a une dizaine de femmes et qui ne font jamais de vélo, hein. Donc, le challenge, il était quand même important. Déjà, pour les jeunes, c'est un challenge, souvent, puisque, bon, on connaît l'immobilité aujourd'hui dont souffre la jeunesse dans une grande majeure partie avec les téléphones. Et donc, voilà, ils ont proposé d'être à ces femmes de partir en périple à vélo. Et puis, ils avaient fait aussi avec les jeunes Paris-Marseille en vélo. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des dynamiques où les femmes, et notamment les mères des quartiers, dont beaucoup sont en situation de monoparentalité, de remobiliser autour aussi des enjeux qui sont les leurs. Et puis le deuxième point, parce que je sais aussi que tu es engagé sur ces sujets, c'était de relier les questions de justice sociale et climatique. Les deux ne sont pas opposés, les deux en fait proviennent des mêmes problématiques et revêtent les mêmes enjeux et on ne peut pas opposer ces causes-là, c'est pas possible. Donc des associations comme celle-ci, leur mission, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes et la jeunesse, notamment celle des quartiers, aux enjeux climatiques. Mais ceci n'est possible qu'à partir du moment où ce sont les jeunes qui s'emparent de cette question. Et c'est encore plus efficace quand ce sont des jeunes sensibilisés qui vont mobiliser d'autres jeunes, qui eux-mêmes deviennent ambassadeurs. Et puis, le deuxième échelon, c'est, après avoir mobilisé les jeunes, de mobiliser les mamans. Parce que, en fait, la question aussi de la parentalité, c'est un vrai sujet. La parentalité, comment on devient parent, être parent, ça s'apprend. Ce sont des compétences aussi qui se développent. On n'apprend pas à être parent, en fait. Alors que c'est le métier le plus difficile au monde. Et donc, voilà, le fait d'intégrer la question de la famille dans son ensemble, dans ces enjeux-là, pour moi, ça me semble vraiment porteur, efficace et puis surtout facteur de cohésion sociale, de lien social, de développement de la santé mentale et physique des citoyens, quels qu'ils soient. Parce que là, on voit bien que c'est des personnes qui ne font jamais de sport, par exemple. Donc voilà, ces enjeux-là, ils sont des sujets de société et replacer le pouvoir des femmes en tant que mère de famille, en tant que femme, en tant que citoyenne et porteuse de messages d'engagement,
Mais par le faire ensemble, pas par les discours, et ben ça fonctionne. Ça fonctionne pour recréer du lien et pour essayer de faire autrement, en fait, faire société autrement. Ouais, ça me fait penser justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure sur le rôle aussi qu'ont ces femmes, et souvent le rôle qui leur est attribué, soit en lien avec la socialisation qui a été faite petite ou à d'autres facteurs. Les femmes sont souvent les personnes qui prennent soin, qui font l'éducation des enfants, à qui sont attribuées toutes ces tâches plus liées au foyer et liées effectivement au fait de transmettre des valeurs, au fait de transmettre aussi, dans d'autres cas, des croyances, au fait de transmettre beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi ça, je trouve, qui ressort de ce livre et des témoignages. Et c'est cité, je crois, dans un certain nombre de témoignages par les petits-enfants qui disent qu'il y a un lien qui est fait avec leur grand-mère parce qu'il y a ce lien-là et les valeurs qui ont été transmises ont souvent été transmises par les grands-mères plus que par les grands-pères. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant aussi de mettre en valeur ça. Ouais, puis ça se fait de manière indirecte, ça se fait par la cuisine, par des échanges, par des petits moments passés ensemble. Même parfois, quand la grand-mère, enfin la petite fille ou petit-fils parle pas la langue de la grand-mère, on voit que ça, c'est du lien, entre guillemets, intangible, de transmission de valeurs, mais qui se fait par le faire ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça, ce sont des manières aussi d'appréhender nos liens dans la société qui me semblent intéressants, c'est-à-dire de faire des choses ensemble, même si on est à l'opposé. Même si on n'est pas du tout d'accord sur une vision politique, même si on n'est pas du tout d'accord, même si on ne parle pas la même langue, même si on n'est pas issu, d'un côté on est pauvre, l'autre il est fils de ou fille de. En fait, faire des choses, créer des espaces ressources pour que les gens puissent se rencontrer, même s'ils sont aux antipodes en termes d'histoire, d'éducation, etc. C'est ce qui nous permet de faire société autrement. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au care, donc à la question du soin et de la place des femmes dans le soin, c'est aussi ce que l'on continue de porter avec le livre, d'intervenir dans les EHPAD où la plupart on parlait du soin, mais les hôpitaux c'est pareil. Tu disais que ce sont souvent des femmes, ce sont des métiers fortement féminisés ou l'enseignement, enfin tous ces métiers-là qui sont des métiers en fait fondamentaux pour le maintien de la société, où le lien il est quand même en délitement. Enfin voilà. Donc l'enjeu aujourd'hui politique, c'est le maintien du lien social et du lien entre les gens, entre les citoyens, qu'ils soient français, étrangers, peu importe. Et donc ça se cristallise dans des espaces de vulnérabilité que sont les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, les familles, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de vulnérabilité dans les familles parce que les contextes économiques sont difficiles. Donc voilà, c'est pour ça que là, il y a un vrai levier et ces leviers-là doivent être utilisés, on doit s'en saisir et c'est ce qu'on essaye de faire aussi en faisant vivre et voyager Mémoire tissée dans ces espaces-là et qu'on crée aussi des cafés nomades, ce qu'on appelle des cafés nomades. Donc bien évidemment que j'interviens dans des librairies pour des dédicaces, etc. Mais ce qui est encore plus intéressant, enrichissant et transformateur, c'est de voir que quand on fait des cafés nomades dans ces espaces-là, eh bien, il y a des choses qui se libèrent. Par exemple, dernièrement, je suis intervenue dans un EHPAD qui est dans le 6e arrondissement. Donc, les personnes qui sont dans cette résidence, sont des personnes très aisées, des médecins, des anciens médecins, anciens avocats, etc. Et les aides-soignantes, par exemple, il y avait une aide-soignante venue du Cameroun, pour ne citer qu'elle, et on voyait le lien, il y avait un monsieur en fauteuil roulant qui l'a dessiné en 5 minutes, il lui a fait son dessin, et ils ont un lien, tous les deux, qui est hyper fort. Et on voit à quel point ces femmes, en fait, s'investissent pour le lien avec ces personnes qui souffrent de solitude, parce que on va pas être dans le jugement, mais voilà, ces personnes sont en EHPAD, c'est comme ça, mais n'ont plus de lien ou très peu de liens. D'ailleurs, elles en parlent souvent avec leur famille, leurs petits-enfants, leurs enfants et tout, et se sentent un peu délaissées, abandonnées. Et donc, qui maintient le lien, qui donne de l'amour, qui donne de l'amitié, qui prend soin, qui s'occupe, ce sont ces femmes qui viennent du Cameroun ou de je ne sais où et qui sont là pour vraiment maintenir une once d'humanité dans des espaces où on se dit des fois, il n'y en a plus trop. Et voir par un simple dessin comment, en fait, la personne âgée est dans l'agir,
puisqu'il a une compétence, certes, il est en fauteuil roulant, mais il est dans l'agir, il partage une compétence, il dessine la personne dans la créativité. Et la personne qui le réceptionne, elle est honorée, elle retrouve aussi de la dignité. Voir des moments comme ça, vivre des moments comme ça, c'est juste merveilleux. Voilà. Et on part en fait du livre pour ouvrir ces espaces-là d'expression, de création et de partage. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, ton œuvre Mémoire tissée est découpée en 4 grands chapitres. Il y a amour, résilience, transmission et paix. Donc on a pas mal parlé de transmission, c'est un thème aussi qui se retrouve en sous-thème dans tous les chapitres. On a parlé de résilience aussi par rapport aux différents parcours qu'il peut y avoir, des fois aussi difficiles, à ces ruptures, etc. Et donc je voulais en venir pour terminer sur justement ces sujets de l'amour et de la paix qui sont aussi importants pour toi. On voit que justement l'absence d'amour peut créer des déséquilibres et qu'au-delà des cultures, des valeurs, des traditions, l'amour c'est peut-être ce qu'il y a de plus nécessaire et de fondateur dans la construction aussi des petits-enfants. Quelle valeur donnes-tu à l'amour ? Ah, l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la vie. Et vouloir aimer, apprendre à aimer, ça aussi, pour moi, c'est presque une compétence parce que à travers nos relations, on apprend justement, on aime, on peut être indifférent, on peut même parfois détester. Et au fil de l'âge, et on le voit à travers les parcours et les sagesses des grands-mères, on apprend ce que c'est vraiment l'amour. L'amour avec un grand A qui permet effectivement, comme tu le dis, à cette graine en fait de grandir, d'éclore et de grandir dans un terreau fertile. En fait, l'amour, c'est un terreau fertile en fait pour l'enfant, et c'est un terreau fertile dans une société qui mène justement vers la paix intérieure et vers la paix dans son ensemble. Il se vit de plein de manières l'amour, et souvent c'est ce que retiennent et ce dont on hérite en tant qu'enfant quand on a grandi dans l'amour, mais que effectivement il y a eu des parcours liés à l'histoire, à la grande histoire, ou liés à l'histoire familiale qui ont été très très durs. Quand on a eu ce terreau fertile, tout petit, avec un lien sécure, bien entendu qu'on va grandir en confiance, quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment la base. Et puis si d'aventure, il ne faut pas perdre espoir, si d'aventure on n'a pas eu cet amour en étant enfant, c'est pas perdu. Parce que il y a justement la résilience qui vient à la rescousse, et il suffit de faire preuve d'intelligence et aussi de rencontrer les bonnes personnes, et évidemment d'avoir cette capacité à se redresser même quand tout s'effondre. Et qu'est-ce qui fait qu'on se redresse quand tout s'effondre ? C'est l'amour aussi. C'est l'amour, c'est la rencontre, c'est peut-être qu'on a été orphelin, il suffit qu'on ait rencontré une personne qui nous a marqué dans notre vie, qui nous a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Voilà, un enseignant qui transmet avec amour et bienveillance. Et voilà, apprendre aussi à questionner l'amour dans sa vie. C'est quoi aimer, etc. Tout être humain a besoin d'être aimé, d'être connu. Donc voilà, c'est ce terreau, l'amour, qui peut se découvrir toute la vie de multiples manières. Maroc. Moui, ma bien-aimée. Moui est celle que j'aime le plus au monde, sans hésitation. C'est ainsi que je te réponds quand tu me demandes qui était-elle. Elle a impacté ma life, à jamais. Elle s'appelle Zeyneb, ma fille aussi, un prénom choisi en hommage à l'une des épouses du prophète de l'islam, connue comme la mère des pauvres, el Masakin. Zeyneb ne m'a laissé aucun héritage matériel, si ce n'est un verre à thé que j'ai conservé. Mais elle m'a transmis ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie. Des enseignements rares et incarnés. Elle m'a ouvert une voie, celle de la bienveillance. Je ne sais pas grand-chose de sa vie passée au Maroc et de son arrivée en France. Elle ne m'en a jamais vraiment parlé. Elle est née à Meknes, à la fin des années 30. Elle se disait d'origine irakienne, mais rien ne le prouve. L'histoire a été effacée. J'ai été aidant jusqu'à son décès en 2004. Enfin, je dirais plutôt que c'est elle qui m'a aidé. Grand-mère ne m'a jamais imposé aucune restriction. Sa méthode éducative, liberté totale.
Je pouvais descendre jouer au foot à 6 heures du matin, si je le souhaitais. Très tôt, on m'a donné des responsabilités. On m'a fait confiance et cela n'a pas de prix. Candide, j'aspirais au grand amour que j'ai trouvé. Moui n'a, à mon grand regret, pu être témoin de mon mariage. Une chose est sûre, j'ai toujours su dire je t'aime. À l'heure où beaucoup d'hommes de ma génération ont du mal à exprimer leurs sentiments, partager mes émotions a toujours été d'une simplicité enfantine. C'est même indispensable à toute bonne relation, non ? Cette aptitude à communiquer de manière fluide et vraie, je la lui dois. Elle est et restera mon rôle modèle. En tant que responsable des ressources humaines, je tente de transmettre ces enseignements. Je suis reconnu pour mon sens de la confidentialité, mon écoute, mon authenticité, ma douceur. Ah oui, une dernière chose. J'ai toujours le smile. Témoignage de Toufik du Maroc. Et il y a donc un dernier chapitre qui est celui de la paix, qui est un chapitre aussi que tu clôt avec une petite réflexion et la vision que toi tu as de la paix. Et au centre de la paix, il y a ce concept de réconciliation. Celle-ci te paraît fondamentale pour bâtir nos avenirs et pour donner vie à notre histoire commune dans cette paix. Tu parles de 2 échelles. Il y a l'importance de l'échelle individuelle pour se réconcilier avec soi-même et il y a la nécessité de se réconcilier dans les collectifs, notamment à l'échelle sociétale. Et tu mets en avant le fait qu'il est indispensable d'éduquer à la paix pour respecter l'autre dans sa dignité, même si tout nous oppose, même si c'est notre ennemi. Et donc justement, ce que tu veux aussi, c'est d'échapper à ces réflexions un peu binaires et à ces haines faciles d'un autre camp. Est-ce que tu veux nous en dire plus justement sur ta vision et pourquoi la paix et la réconciliation, c'est le plus important pour toi ? Oui, éduquer à la paix, c'est fondamental parce que la question de l'éducation, elle revient à plusieurs reprises. J'ai entendu des enfants, dont les miens, qui disaient, même petits, à l'école primaire ou même au collège, qui peuvent vivre du harcèlement, du racisme, enfin des choses comme ça, et souvent des choses qui sont entendues même à la maison, qui sont juste répétées en fait. Et donc après, l'enfant intègre ce rejet de l'autre de manière un peu systématique. Donc la question de l'exemplarité en tant que parent, et de l'éducation à la paix au sein de la famille, mais pour éduquer à la paix, il faut soi-même être en paix. Je veux dire, je vois pas comment on peut apprendre à être en relation avec quelqu'un de manière pacifique, mais tout en restant soi-même, et entrer en relation et être en communication avec l'autre si soi-même on sait pas d'où on vient, si on n'est pas ancré, si on a des a priori et des préjugés sur la personne qu'on a en face de nous. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a plein de fois où l'histoire casse les préjugés, et on croit que cette personne est comme ça et elle est de telle ou telle situation sociale, telle religion, etc. Et en fait, non, ça casse les codes, ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça c'est de venir toujours être dans cette posture pédagogique qui est de venir se questionner, se remettre en question. C'est ça aussi, être en paix. Le goût de vivre. J'ai une couleur particulière. Un bleu qui varie. Le bleu mauve des champs de lavande, en passant par le bleu azur du ciel, le bleu turquoise des mers et des océans, ou encore le bleu sombre de la nuit. Je vis comme une exilée. Je migre dans le temps et l'espace, dans les corps, les cœurs, jusqu'à leur enfiler le blues, quand je joue l'impressionniste. Quant aux âmes, mystère. Je suis hypersensible, précieuse aussi, parfois si évidente que l'on n'a pas conscience de ma présence. Quand je suis malmenée, je fuis, laissant d'autres prendre ma place. Cela m'est insupportable. Et pourtant, c'est si simple de me séduire. Il suffit d'un peu de chaleur pour que je ne renaisse de mes cendres. Une petite étincelle, une simple graine semée par un vent de liberté caressant les canopées. Ne vous fiez pas aux apparences. J'ai besoin d'être désirée. Je suis charismatique. Avec un brin de douceur et une belle présence, je deviens pouvoir. Quand on connaît la sensation que je procure, on me cherche allègrement. Mon nom est paix. J'ai traversé des êtres avec qui vous avez échangé et les pays que vous venez de citer.
J'abreuve telle une source qui régénère les territoires et les relations au rythme des saisons, au rythme des siècles. Guerre n'est pas mon ennemi, haine non plus, à vrai dire. Peut-être indifférence, souffrance ou ignorance, certainement pas silence. J'en ai fait mon allié dans le bruit incessant de nos sociétés. Silence laisse l'espace à l'écoute des notes intérieures et au regard qui s'émerveille. J'aime ça. Il est ce joyau des instants suspendus aux accents primitifs. Un proverbe africain dit « Quand il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur de nous, rien ne peut nous heurter. » Paix dans le monde, paix intérieure. Pour conclure cet échange, est-ce que tu as un dernier message que tu souhaiterais transmettre aux personnes qui nous écoutent ? Mon message, il est très simple, en 2 mots. Lisez et reliez-vous. Trop beau. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour cet échange passionnant. Merci aussi pour ce livre, pour cet ouvrage Mémoire tissée qui est très chouette, qui est très beau, qui est très puissant, qu'on peut lire. On peut lire, comme tu disais, on peut lire juste un témoignage comme ça, ou on peut lire tout le livre petit à petit. Donc c'est un super chouette cadeau à se faire pour soi-même et à faire aux autres. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à se le procurer. Est-ce que tu peux nous dire justement comment c'est possible de se le procurer ? Alors déjà, je vais te remercier Anthony pour ton invitation. Donc c'était un honneur de participer à ce podcast. Le livre, il est disponible soit directement sur le site internet de l'association, oui-france, donc wee-france/mémoire-tissée. Et puis sinon, il est disponible dans toutes les librairies et où les chaînes de distribution type Fnac, Cultura, etc. Donc voilà. Trop chouette. Merci beaucoup et je te souhaite de passer une belle soirée. Et je te dis à très bientôt. À toi aussi, merci beaucoup et merci à toutes et tous. Les pots de clémentine, présentes en nombre sur le bateau, représentent tout un tas de bagages, matériels, émotionnels ou encore culturels, conscients et inconscients. Tous ceux avec lesquels il est parti, tous ceux avec lesquels il est arrivé, adolescent, au début des années 60. Né en Andalousie, passé par l'Algérie, le voilà arrivé en France, sa terre d'accueil. Ce qu'il transmettra, ce n'est pas l'espagnol, qu'il ne sait pas vraiment écrire, ni le dialecte qu'il pratique à l'oral. Non, plutôt le sens de la fête, de grands rires aux éclats, la recette de la paella et tout ce que ma mère et ma grand-mère ont connu de lui, tout ce qui a façonné leur identité. On est le 20 décembre 2025, voilà 30 ans qu'il nous a quittés, l'âge que je viens d'adopter. Et voilà qu'un long bateau recréé par ma grand-mère nous ramène là où tout a commencé, au trajet qui nous a reliés. La magie opère en silence, sans projection mentale. Car à ce moment-là, nous sommes reliés à plus grand que nous. Des doigts de ma mère émerge une naissance, la sienne. De ceux de ma grand-mère se matérialise le navire qui a permis la rencontre avec l'homme de sa vie. De mes mains apparaît un éléphant, qui symbolise la sagesse, la prospérité, ou encore la mémoire. C'est dans ce moment hors du temps où ensemble, on a pris le temps de faire mémoire.